Elle est morte d'inquiétude depuis hier soir. Sa sœur n'est pas rentrée à la maison après son travail et elle n'a aucune nouvelle. Alors, avec son mari, elle se rend au poste de police pour signaler la disparition. En sortant, le couple refait encore une fois le trajet que la disparue avait l'habitude de parcourir. En passant dans le parc dominé par les falaises, les époux tombent sur un attroupement et sur des policiers qui viennent de découvrir un cadavre, juste là, caché derrière un vieux pressoir transformé en petit bassin. Elle pousse. 6 décembre 1988, lendemain du crime. Toujours folle d'inquiétude, Armanda se rend au travail. Mais ça ne va pas. Elle n'arrive pas à se concentrer, alors elle demande à sa patronne de la laisser rentrer à la maison. En fin de matinée, elle et son mari se résignent à signaler la disparition de Sylvia. Ils se rendent à l'hôtel de police du boulevard Karl Vogt, qui se trouve justement dans le quartier de la Jonction, là où Sylvia gardait son cousin. Pendant que le couple raconte tout aux policiers, une femme se balade sous les falaises de Saint-Jean. Il est environ midi et son chien s'en va renifler, là-bas, derrière le vieux pressoir en pierre qui se trouve juste à la croisée de plusieurs sentiers. C'est cette femme qui, la première, découvre le corps de l'adolescente. Elle est recroquevillée au sol, à moitié dévêtue, et son visage est enfoncé dans la terre. La promeneuse prévient immédiatement la police. Le premier inspecteur qui arrive sur place s'appelle Michel Clair. Il est saisi d'horreur en découvrant la scène. Il le dit dans l'émission Zone d'ombre, diffusée en 2014 sur la RTS. En arrivant ici, la première chose qu'on voit, c'est évidemment le corps qui est là, caché là derrière, entre le mur et le pressoir. Quelques giclures de sang contre les pierres, mais surtout ce qui nous frappe, c'est la position du corps, à plat ventre, avec la tête qui disparaît pratiquement dans la terre. Le corps à demi nu, avec les pantalons baissés à la hauteur des genoux. Une personne qui passait par là, un témoin, qui donnait à manger aux oiseaux au bord du Rhône, remarque la présence d'un sac immédiatement dans le Rhône, mais où il y avait vraiment peu d'eau. Il l'avait lesté là avec une pierre, au pied d'un ponton qui s'avance dans le Rhône. Il était visible depuis le bord, depuis en haut, donc il était dans très peu d'eau. En ouvrant le sac, on découvre immédiatement le passeport de Sylvia, la victime, ainsi que ses affaires personnelles. Donc l'identification a été extrêmement rapide sur place. On savait tout de suite à qui on avait affaire. De leur côté, Armanda et son mari sortent maintenant de l'hôtel de police, où ils viennent de signaler la disparition de Sylvia. Comme ils sont à la jonction, ils décident de refaire à pied, encore une fois, le trajet qu'empruntait l'adolescente tous les jours. Ils passent le pont sous terre, le parc du prieuré de Saint-Jean, et ils remarquent un attroupement là-bas, un peu plus loin, autour du pressoir. Le couple s'approche, et Armanda distingue le corps d'une jeune femme, juste avant de reconnaître les motifs en zigzag caractéristiques du manteau à chevrons gris et noir que sa sœur lui avait emprunté. Armanda, elle aussi, se souvient de ce moment, devant les caméras de la RTS, en 2014. Je me suis avancée. Puis je l'ai vue, elle était à moitié dévêtue. Et je l'ai reconnue parce qu'elle avait ma veste. Et je sais que j'ai crié, mais je sais plus. L'autopsie du cadavre de Sylvia permet de prélever des indices. Des traces de sang et des cheveux. Les médecins légistes retrouvent également du sperme, dans ses parties intimes, sur sa cuisse, et dans un mouchoir coincé dans sa culotte. Mais ils ne constatent pas de traces de violence sexuelle, ce qui ne veut pas encore dire qu'il n'y a pas eu viol. Quant au décès, il est dû à des lésions traumatiques sévères au thorax, au larynx et au visage. Le visage qui a été écrasé, comme serré dans un étau. C'est simple, la jeune fille a été défigurée, le déchaînement de violence a été extrême. Nouvelle épreuve pour Armanda, quand elle doit identifier formellement sa sœur à la morgue.
Les enquêteurs se mettent au travail et se tournent d'emblée vers la communauté portugaise. Normal, Silvia fréquentait principalement ses compatriotes. Mais c'est pas simple pour la police. Dans ce milieu, on n'aime pas parler aux flics. Les gens sont très soudés et vivent entre eux. Les langues ont du mal à se délier. Il ne faudrait pas qu'un proche, qu'un ami perde son travail ou, pire, se fasse expulser de Suisse après l'un ou l'autre témoignage. La loi du silence règne. C'est pas simple non plus parce qu'en décembre, les milliers de saisonniers qui travaillent à Genève s'apprêtent à rentrer au pays. Ils seront absents plusieurs mois, jusqu'au printemps, comme l'exige leur permis de travail. Il faut donc faire vite et mener rapidement les interrogatoires. Quand les travailleurs reviendront l'année prochaine, le temps aura déjà effiloché un peu les mémoires. Pendant ce temps, Pierre, le mari d'Armanda, le beau-frère de Silvia, est convoqué au poste. Et durant son interrogatoire, il reconnaît qu'il s'est laissé aller à quelques attouchements sur l'adolescente qui logeait dans son appartement. Mais ce n'est pas lui, le criminel, jure-t-il. Et en effet, les premières analyses biologiques effectuées grâce aux traces prélevées sur la scène de crime disculpent le mari d'Armanda. Enfin, le mari, pour l'instant, d'Armanda, parce que le couple ne survivra pas à cette affaire. Les policiers s'intéressent aussi au petit copain de la jeune femme. C'est lui qui l'a vue vivante pour la dernière fois. Mais là non plus, le matériel biologique prélevé sur place ne correspond pas à celui du jeune homme. Il faut se souvenir qu'à l'époque, à la fin des années 80, les analyses ADN en étaient à leur balbutiement. Impossible, dès lors, de multiplier les tests à l'infini. Ainsi, après ces premières comparaisons, cette méthode est laissée de côté dans l'enquête sur la mort de Silvia. Ce qui n'empêche pas le canton de Genève de devenir quelques années plus tard pionnier en la matière, en créant l'un des premiers fichiers génétiques criminels de Suisse. Mais toujours est-il que l'enquête n'avance pas, elle n'avance plus, elle est au point mort. Les semaines, les mois, puis les années passent. En juin 1994, près de 6 ans après le crime, le procureur genevois décide de classer l'affaire. Mais attention, si le dossier est refermé, il peut être rouvert n'importe quand, à la faveur d'un fait nouveau. Un fait nouveau. C'est ce dont a besoin la famille de Silvia, Armanda en tête. Elle est désormais épaulée dans ses démarches juridiques par un ténor du barreau genevois, Jacques Barillon. L'affaire franchit la frontière et l'émission de TF1 Témoin numéro 1, présentée par Jacques Pradel, s'intéresse à la mort de Silvia. Ce serait idéal d'y passer, puisque les appels lancés à l'antenne permettent parfois de relancer les enquêtes. TF1 présente Témoin numéro 1 avec le concours de Téléstar. Nous retrouvons donc pour la deuxième partie de Témoin numéro 1. Je vous rappelle le numéro de téléphone d'SVP, le 49 99 88 88, précédé du 16 et du 1 si vous êtes en province. Et avec donc Patrick Menet, régulièrement, nous ferons bien sûr tout à l'heure des points sur les appels qui nous parviennent au standard. Mais tout de suite, un nouvel appel. Oui, mais voilà, aucun appel ne sera jamais lancé dans Témoin numéro 1. Pour tenter d'élucider le meurtre des falaises de Saint-Jean. En effet, le ministère public genevois a mis son veto, alors que la famille, la police et le juge d'instruction étaient d'accord. Argument du procureur, le risque de dérapage est trop important. De plus, même s'il vient de clore le dossier, il dit qu'il ne veut pas qu'une affaire en cours soit utilisée à des fins commerciales. Mais le dossier est bien trop horrible pour l'enterrer définitivement. La mort de Silvia a déjà trop secoué la République et canton de Genève et toute la Suisse romande pour qu'elle soit abandonnée. Ainsi, une année après le rendez-vous manqué avec la télévision française, l'enquête redémarre à zéro. En août 2008, le chef de la brigade criminelle genevoise, Olivier Cartier, relance l'intérêt pour le crime des falaises de Saint-Jean dans la tribune de Genève. « C'est l'un des plus vilains dossiers qui reste ouvert », dit-il dans le journal. Il ajoute « Si on ne devait élucider qu'une affaire, ce serait celle-là. À cause d'elle, certains de chez nous, quand ils partent à la retraite, ne dorment pas bien. » Après la parution de l'article, 2 personnes contactent la police. 2 personnes qui ne se connaissent pas, mais qui parlent sans le savoir du même homme. Il s'agit d'un ferrailleur de la rue des Plantaporets. C'est pas loin de la scène de crime, de l'autre côté du Rhône, à 5 minutes à pied du pressoir. L'homme,
un original, pour ne pas dire un marginal, a drastiquement changé de comportement après la mort de l'adolescente. Il a coupé les ponts avec tous ses proches, rompu les liens avec son cercle social. Et si c'était lui ? Seulement voilà, le ferrailleur est mort. Il a succombé récemment à un cancer. Pas de quoi faire reculer la police, qui arrive à se procurer des restes biologiques de l'homme à l'hôpital. Il s'agit d'établir son profil ADN qui ne correspond pas aux traces prélevées 20 ans plus tôt. Nouvelle impasse. De nouvelles hypothèses sont émises. Et si le sperme retrouvé sur la scène de crime n'était pas celui du tueur ? C'est vrai ça. La victime a pu avoir des relations sexuelles consenties avec un homme avant d'être agressée par un autre homme. D'autant que les légistes n'ont pas identifié de traces de violences sexuelles à l'époque de l'autopsie. Olivier Cartier raconte cette période dans l'émission Zone d'ombre de la RTS en 2014. Il n'y a que l'auteur qui sait ce qui s'est passé et Sylvia qui n'est plus là pour le raconter. Alors, on peut envisager plusieurs scénarios. L'un des scénarios, ça serait, elle a rencontré un copain, elle a eu un rapport amoureux avec son copain, ils se sont séparés, elle est tuée par la suite. Elle a pu avoir un rapport amoureux avec un copain, avoir des ennuis avec un autre individu qui la suit ou qui la rencontre ou qui la viole également. Elle meurt. Il n'y a pu avoir rien du tout et qu'elle ait été vue sur place par cette personne. Là, il y a eu un rapport non consenti et il la tue. Voire même, il y a eu un rapport consenti et il la tue parce qu'il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Donc, il y a... Je ne peux pas vous dire c'est A, c'est B, c'est C, c'est blanc, c'est noir, j'en sais rien. La famille, quant à elle, rejette l'hypothèse du rapport sexuel consenti. Armanda est certaine que jamais sa petite sœur n'aurait fait l'amour comme ça, dehors. Pour elle, il y a eu viol, et ensuite, il y a eu meurtre. Mais malgré tous ces efforts, l'enquête s'éteint à nouveau, inexorablement. Le délai de prescription de 30 ans se rapproche, année après année. En 2015, il ne reste que 3 ans aux autorités pour résoudre l'affaire. Sinon, on ne pourra plus rien faire et même plus condamner le tueur s'il venait à être identifié. Alors, et c'est exceptionnel, la justice genevoise fait appel à des profileurs de la gendarmerie nationale française. 2 femmes et un homme se rendent à Genève les 13 et 14 avril. Leur job, c'est analyser la scène de crime pour en déduire le comportement du tueur. Ils font et refont le chemin emprunté par la victime le soir du drame, à la recherche d'un détail que personne n'aurait vu avant eux. Ils examinent à la loupe les photos prises 27 ans plus tôt. Ils prennent en compte l'endroit où a eu lieu le crime, la position du cadavre. Le corps était-il nu ou pas, face contre terre ou yeux grands ouverts vers le ciel ? A-t-on retrouvé des empreintes, des traces de chaussures ? Est-on face à l'œuvre d'un rôdeur de passage ou d'un proche de la victime ? Le tueur est-il expérimenté ou novice ? Mais encore une fois, ces efforts ne mènent à rien, sinon à un nouveau cul-de-sac. Encore. Ça y est, la date fatidique passe. 5 décembre 2018. Cette fois, c'est terminé. La prescription est atteinte. Voilà 30 ans que Sylvia a été tuée derrière le pressoir, sous les falaises de Saint-Jean. Ça veut dire que les autorités ne peuvent plus rien faire. C'est comme ça. C'est la loi. La loi suisse qui rend impossible, 30 ans après les faits, toute poursuite judiciaire contre un éventuel suspect qui serait, par miracle, identifié. 1 mois plus tard, le 7 janvier 2019, le canton de Saint-Gall dépose à Berne une initiative qui rendrait les actes criminels passibles de la prison à vie, comme l'assassinat, imprescriptibles. Le crime de guerre l'est déjà, tout comme le génocide ou les délits sexuels commis sur des enfants. Le ping-pong parlementaire commence entre les 2 chambres. Les États disent non en mars 2020, puis le national dit oui en juin 2021. La Chambre des cantons doit donc à nouveau se prononcer, et elle dit oui quelques mois plus tard, à une seule voix près. Il faut donc rédiger un avant-projet de loi et le mettre en consultation. Ça va prendre des années. En août 2024, le magazine de la RTS Temps Présent consacre un reportage au Cold Case, à ces affaires irrésolues qui rongent les proches, intriguent le public et désespèrent les policiers. 36 ans après le crime, la journaliste Sofia Pekmez réunit devant le vieux pressoir 2 policiers retraités qui ont enquêté sur le meurtre de Sylvia. 2 policiers que vous avez déjà entendus dans cet épisode. Ils s'appellent Michel Clerc et Olivier Cartier.
On dit, mais est-ce qu'on a loupé un truc? Est-ce qu'on n'a pas vu toutes les pistes? Est-ce qu'on a envisagé une mauvaise hypothèse? On se pose beaucoup de questions. Et puis à un moment donné, on se dit, si on est 4 à dire on ne voit pas ce qu'on aurait pu faire de plus, c'est qu'on n'a rien pu faire de plus. Donc on reste sur un échec. Chaque fois, on se heurtait à quelque part à un mur. On ne pouvait pas aller plus loin. Donc ça, c'est un sentiment d'inachevé, quoi. On cherche, on écoute, on entend, on essaye de confondre des témoignages. Rien, ça donne rien. On est toujours dans le vide, on n'arrive pas. Mais la prescription, c'est quelque chose de terrible parce qu'on se dit cette fois, c'est fini. C'est fini. Alors j'ai eu l'énorme chance de ne pas être là à ce moment-là parce que j'étais déjà pensionné. Mais oui, c'est ça. On pose le crayon, on prend les classeurs puis on les met dans un coin. Et le procureur général rend une ordonnance de classement parce que la prescription est atteinte. Donc fin de l'exercice. Tout ce qu'on pourrait dire maintenant si on interpelle l'auteur, c'est que c'est pas bien, mais ça s'arrête là. Donc éventuellement une petite tape sur les doigts, puis c'est tout. Durant la période où j'étais à la criminelle, on n'a aucun cas qui ne sont pas résolus. Je dis youpi, tant mieux, mais celui-là, il me reste en travers. Très clairement. Le 13 mars 2025, le Conseil des États accepte à une écrasante majorité le principe de l'imprescriptibilité de l'assassinat. Ma collègue Gabriela Cabré l'explique dans la matinale de RTS Première. La prescription pour certaines infractions est un principe fondateur du droit. Il garantit notamment le droit à l'oubli pour le maintien de la paix sociale. Il répond aussi à des questions pratiques. Comment bien mener des enquêtes 40, 50 ans après les faits? Mais pour le Conseil des États, un acte aussi grave comme l'assassinat ne doit en aucun cas échapper à la sanction, de quoi répondre aux attentes des victimes et de leurs familles, car ce sont souvent elles qui le réclament. Opposé à ce changement, le conseiller aux États socialistes genevois, Carlos Sommaruga, critique une certaine vision de la justice. On assiste à un glissement, un espèce de jugement populiste juridique à droite, un populisme pénal qui était avant dans la population et qui maintenant atteint aussi le Conseil des États. C'est grave parce que ça va ouvrir les vannes à introduire l'imprescriptibilité, peut-être pour d'autres délits en Suisse, et cela disqualifie finalement la gravité de ceux qui aujourd'hui sont imprescriptibles, comme le génocide, le crime de guerre ou le crime contre l'humanité. Carlos Sommaruga, qui n'a pas été suivi par tous ses collègues de parti, ce sujet dépasse le clivage classique gauche-droite. Après un premier aller-retour, le Conseil national devra à nouveau se prononcer. Il avait en tout cas déjà décidé de donner suite à ce texte lors de la dernière législature, mais à une voix près. Alors, bientôt imprescriptibles les assassinats en Suisse ? On verra ce que le Conseil national décidera quand sera venu son tour de se saisir du dossier. Mais une chose est certaine, cela ne changera strictement rien pour Sylvia, brutalement tuée un soir de décembre pluvieux sous les falaises de Saint-Jean. Giulia Sinaglia, bonjour. Bonjour. Giulia Sinaglia, vous êtes doctorante à l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Vous êtes également criminologue chez Outsider SARL, qui livre des expertises et des analyses criminologiques sur le risque à Bulle. Vous consacrez votre thèse à l'enquête criminelle et plus particulièrement aux affaires non élucidées, ces affaires qu'on appelle parfois des cold cases. Quel regard vous portez, vous, sur cette affaire du crime des falaises de Saint-Jean, aujourd'hui plus de 30 ans après les faits ? Alors, la première fois que je suis tombée sur cette affaire, ce qui m'a marqué profondément dès le début était le déferlement de violence dont l'auteur avait fait preuve à l'encontre de la jeune victime, de la jeune Sylvia. Même en me replongeant dans les archives, donc dans les articles qui avaient été rédigés à l'époque, on remarque à plusieurs reprises des expressions telles qu'une violence inouïe, un crime abominable. Donc, ce sont finalement des expressions qui reflètent un crime quasiment hors norme, et puis qui, comme tel, par ailleurs, a finalement profondément marqué les esprits, aussi bien des enquêteurs, des acteurs de la chaîne pénale, mais également des journalistes.
Et une autre chose qui m'avait marqué en relisant les articles était notamment la posture en fait de Maître Barillon, qui avait notamment souligné que ces déferlements de violence et puis la cruauté des images étaient telles qu'il avait préféré épargner ses propres collaborateurs des cahiers photographiques, des planches photographiques effectuées à l'époque. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi Sylvia est morte. Cette absence de mobile peut avoir quel impact sur une telle enquête ? Alors effectivement, non seulement on est face à un crime extrêmement violent. Il faut dire aussi que ce n'est pas ni le premier ni le dernier, certains ayant d'ailleurs été traités dans le cadre même de ce podcast. Mais ce qui marque, c'est effectivement cette absence de mobile. Or, le mobile est généralement un levier majeur pour pouvoir orienter l'enquête, orienter les hypothèses de travail. Ce qui avait été d'ailleurs confirmé par un des participants de ma recherche qui avait dit « Tant que vous n'avez pas déterminé un mobile, c'est des fois compliqué d'y voir clair ou de comprendre ». Donc finalement, cette absence de mobile a comme conséquence directe, j'ai envie de dire, la difficulté d'établir des hypothèses de travail spécifiques, ciblées, et puis de pouvoir donc orienter efficacement l'enquête. Oui, et problème supplémentaire, il n'y a pas vraiment de profil concernant l'auteur ou les auteurs possibles. On pense parfois à un proche de la victime ou à un rôdeur, un marginal, un prédateur sexuel. C'est courant que les enquêteurs explorent autant de pistes différentes ? Alors, à ma connaissance, et cela d'un point de vue théorique, puisque je ne fais pas moi-même des enquêtes, mais effectivement, à ma connaissance, les enquêteurs s'intéressent généralement aux relations de la victime et également aux renseignements que l'on peut tirer des traces détectées. En ce qui concerne les relations, bien évidemment, on va d'abord s'intéresser au cercle le plus proche, donc la famille, non seulement parce que ce sont les gens qui connaissent le mieux la victime, mais c'est également là le milieu où on a généralement, statistiquement, le plus de meurtres. En tout cas, en Suisse, la plupart des homicides sont commis dans la sphère intrafamiliale. Et ensuite, on élargit petit à petit. Donc, on va commencer d'abord par la famille. Ensuite, il y aura les amis et les proches qui peuvent également dévoiler d'autres aspects, d'autres éléments de la vie de la victime dont la famille ne serait pas forcément au courant. Ensuite, on va élargir encore un petit peu le périmètre, on va s'intéresser au milieu professionnel et aux loisirs. Et puis, au-delà, ça va être, on va dire, le reste du monde. Il faut imaginer ça un peu comme des cercles concentriques qui se forment lorsqu'on jette un caillou dans l'eau. Donc, on va commencer par le point d'impact, donc la famille, et ensuite, petit à petit, on va élargir le périmètre d'enquête. Cette affaire du meurtre des falaises de Saint-Jean, on la range volontiers dans la case cold case, affaire non résolue. Comment est-ce que vous définissez cette notion-là ? Alors, la notion de cold case n'a pas de définition arrêtée, il n'y a pas de définition consensuelle de ce qu'est un cold case. Généralement, dans la littérature, la définition que l'on retrouve est une affaire non résolue, généralement grave, où toutes les pistes d'enquête ont été exploitées, mais qui n'ont pas abouti à l'identification et, par extension, à l'arrestation de l'auteur présumé, et qui est considérée comme inactive. Donc, si on s'appuie sur cette définition, l'affaire de Sylvia, aujourd'hui, ne serait plus un cold case puisqu'elle est tombée en prescription. Donc, judiciairement, elle ne pourra plus être résolue. À côté de cette définition qui reste assez générique, il faut noter qu'il n'y a pas de consensus sur les infractions et le délai qui caractérise un cold case. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la pratique et également dans la littérature autant des services qui ne considèrent que des homicides comme des cold cases, d'autres incluent également les infractions à caractère sexuel et d'autres encore incluent également les disparitions. Et puis, le deuxième élément qui ne fait pas consensus, c'est le délai temporel pour pouvoir qualifier une affaire de cold case. Là aussi, la littérature fixe le délai à peu près à 1 an, mais là, on observe également beaucoup de variabilité. Par exemple, dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion de rencontrer les enquêteurs du Toronto Police Service et de la Sûreté du Québec. Et au Toronto Police Service, le délai fixé pour pouvoir qualifier une affaire d'homicide de cold case était fixé à 3 ans, alors qu'à la Sûreté du Québec, ce même délai était fixé à 5 ans. Oui. Donc voilà, même pays, pourtant 2 provinces différentes, 2 juridictions différentes, 2 délais différents.
On entend souvent dire, en matière de cold case, d'affaires non résolues, que la solution est dans le dossier. Un peu comme s'il suffisait de mettre des nouveaux enquêteurs, enquêtrices sur un dossier pour que tout à coup, ce regard neuf aboutisse à la résolution de l'affaire. C'est un mythe ou c'est une réalité ? Alors, je dirais qu'il y a de la vérité dans cette idée perçue, dans la mesure où on sait que statistiquement, la plupart des homicides sont commis dans une sphère proche ou familiale. Donc, il est assez fréquent que lorsque un autre enquêteur revient sur le dossier et est amené à relire l'entièreté du dossier, eh ben, il se peut que cette personne, en fait, finalement, dégage certaines pistes ou certaines hypothèses qui n'avaient peut-être pas été dans un premier temps retenues ou qui puissent également mettre en évidence des éléments qui nécessitent une vérification ultérieure. Et puis cela, couplé également aux nouvelles techniques forensiques, à de nouvelles analyses, notamment des traces, peut effectivement orienter les soupçons de l'enquête vers une personne qui était déjà dans le dossier, mais simplement c'était peut-être une piste qui avait été délaissée ou qui avait été peu creusée dans un premier temps. Et cela a été également confirmé par les enquêteurs de Toronto qui me disaient que très souvent, lorsqu'ils arrivaient à identifier l'auteur présumé, c'était quelqu'un qui était déjà dans le dossier. Mais ce n'est pas non plus systématique. Idéalement, il faut quand même garder l'esprit ouvert, les hypothèses demeurent très ouverte pour ne pas passer à côté de quelque chose. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, les techniques forensiques changeraient sans doute le déroulé de l'enquête sur le cas de Sylvia. On pense à l'ADN, on pense à plein de nouvelles techniques qui sont aujourd'hui à la disposition des enquêteurs. Mais aussi une grande nouveauté depuis ces dernières années, ce sont les réseaux sociaux, les forums de discussion. Quel rôle peuvent jouer ces réseaux sociaux et les enquêteurs amateurs dans la relance d'une affaire ? Alors, à ma connaissance, et dans les entretiens que j'ai eu l'occasion de mener avec des enquêteurs qui ont été confrontés eux-mêmes à des affaires non résolues, l'impact des détectives amateurs est inexistant pour une enquête criminelle, dans le sens que la police aura toujours tendance à se baser sur des éléments factuels, notamment des nouvelles possibilités d'exploitation de la trace, de nouveaux renseignements qui pourraient être obtenus au travers de concordances par base ADN ou de nouveaux renseignements officiels qui sont fiables. Les témoignages, les allégations des enquêteurs amateurs sont surtout très compliqués en termes de fiabilité. Donc, ils vont entraîner un travail de validation qui est extrêmement chronophage et qui, au lieu de pousser l'enquête, va plutôt la ralentir. Le problème, c'est que souvent, ce type d'initiative se base sur une représentation extrêmement simpliste et presque banale de l'enquête. Un peu comme si il suffisait juste de faire des recherches, il suffisait juste d'avoir un peu d'intuition pour résoudre une enquête. Alors que non, la réalité du travail d'enquête est beaucoup plus complexe. Cela demande une démarche structurée, rigoureuse, un travail quand même presque de fourmi. Donc, il y a dans ce type d'initiative des réseaux sociaux, des personnes qui décident de s'investir. Souvent, vraiment, ils négligent ce que c'est qu'un travail d'enquête et le banalisent un peu trop. 36, les ripoux vaudois. Les noms ont été changés. Nous sommes au début des années 80, en terre vaudoise, et Thierry est enfin gendarme. Issu d'une respectable famille de paysans du Gros-de-Vaud, ce grand jeune homme un peu timide, un peu naïf, a choisi de faire sa place dans les rangs de la police, plutôt que de creuser les sillons dans les champs. Sur une photo de la cérémonie d'assermentation de sa promotion, on voit le conseiller d'État Jean-François Lebas passer la nouvelle troupe en revue sur la place du Château, à Lausanne. Les hommes sont figés dans un rigide garde-à-vous, en grand uniforme. Plastron bleu profond, gants blancs éclatants, fusil collé aux pieds, sans oublier la casquette à visière courte, joliment surmontée d'un petit pompon vert et blanc qui rappelle le drapeau cantonal. À l'époque, il y a pas mal de boulot sur les routes du canton de Vaud pour la gendarmerie. C'est qu'il faut introduire petit à petit la nouvelle limitation à 50 km/h dans les localités. Elle sera généralisée dans tout le pays en 1984 et il faudra bien que les automobilistes se résignent à lever le pied. C'est pourquoi des contrôles radars préventifs sont organisés, comme on l'entend dans cette archive radio de la RTS. Oui, parce que c'est une limitation à 50 km/h qui est un essai. On ne l'applique pas maintenant. Nous faisons des contrôles tests.
Un fourgon brun à 74. Répondez. Pris un fourgon brun à 74. Alors, pour cet automobiliste, il aura une contravention. 74 moins la marge de tolérance, on lui reproche 69, ça fait une amende d'ordre de 40 francs. Mais une fois qu'on mettra en application 50 km/h, ça fera 19 km/h. Et à ce moment-là, ça ne sera plus régi par une amende d'ordre, ce sera un procès-verbal qui ira à la préfecture du district. Une mini ocre à 86. Compris une mini à 86. Vous venez de passer un contrôle radar, monsieur. J'ai passé un radar? Oui. C'est limité à 50 à l'heure. La nouvelle signalisation, on applique celle-ci à 60 pour l'instant. Ça vous fait une amende d'ordre de 40 francs. Vous pouvez vous la payer tout de suite ou par poste dans les 10 jours. Ouais, c'est vraiment obligatoire? Je suis un ancien gendarme, ça ne changera rien. Alors une Toyota bleue portant une galerie sur le toit à 60. Mais Thierry a d'autres occupations que de contrôler la vitesse des automobilistes. Il est notamment chargé du transfert de détenus. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'André, un voyou baraqué et charismatique de tout juste 20 ans, incarcéré à Vevey pour brigandage. Thierry doit régulièrement escorter André jusqu'à Lausanne quand celui-ci a rendez-vous avec le juge. Et il faut croire que ces trajets créent des liens, puisque les deux hommes restent en contact après la libération du malfaiteur. Ils font plus que ça, d'ailleurs. Au fil du temps, les deux hommes deviennent associés. Oui. En 1989, André le délinquant réussit à convaincre Thierry le flic de laisser tomber la gendarmerie pour ouvrir un bistrot avec lui dans la région de Bussigny. Les parents de Thierry financent même l'ouverture de cet établissement que nous appellerons Restaurant du Vieux Battoir. C'est un bâtiment gris, tout en angle, qui se trouve dans une zone industrielle juste à côté d'une station-service. C'est pas mal. L'établissement est une sorte de relais routier qui fait son chiffre à midi avec le plat du jour et le soir avec quelques motards en goguette. Mais si André s'est associé à un ex-gendarme, il ne s'est pas pour autant rangé dans le droit chemin. Au contraire, le Margoulin utilise le restaurant du Vieux Battoir pour blanchir allègrement ses revenus frauduleux. Il y a par exemple cette jeune fille mineure qu'il prostitue et qui lui rapporte jusqu'à 30 000 francs par mois. Pas de quoi déranger la clientèle du restaurant, où se côtoient fans de bodybuilding, amateurs de grosses motos et gendarmes, qui sont parfois les mêmes. Oui, quelques anciens collègues de Thierry passent régulièrement dans le coin. Il arrive qu'il soit à la recherche de quelques extras à faire pour mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est qu'un gendarme vaudois, ça ne gagne pas lourd à la fin des années 80, début des années 90. Normal, la dernière fois que leurs salaires ont été revus à la hausse, c'était en 1967. Et malgré les demandes répétées de la corporation, les autorités ne décident d'aucune revalorisation. La RTS consacre d'ailleurs un sujet à cette grogne policière au téléjournal. Ils en ont ras-le-bol, les quelques 580 gendarmes du canton de Vaud. Non seulement ils sont souvent mal aimés des automobilistes et de la population, mais en plus ils sont parmi les plus mal payés de Suisse. Pour la majorité d'entre eux, ce n'est tout simplement plus possible de vivre aujourd'hui avec de si petits salaires. Malgré que le règlement de service de la gendarmerie vaudoise interdise que le gendarme ait une occupation accessoire, je pense qu'une bonne partie de mes collègues travaillent accessoirement pour arrondir les fins de mois, dès lors qu'on pourrait difficilement accepter que le gendarme ne paye pas correctement ses impôts, ait des dettes à l'office des poursuites et qu'il se comporte négligemment au plan pécuniaire. Et vous pensez que pour bon nombre de vos collègues, aujourd'hui, la situation financière est vraiment difficile ? Elle est vraisemblablement particulièrement difficile pour les jeunes. Un jeune aspirant vaudois doit en effet se contenter de 2 923 francs par mois contre 4 000 à Genève. Et lorsqu'il est gendarme, le vaudois atteint tout juste 3 226 francs. Parmi les potes gendarmes de Thierry, qui travaillaient auparavant avec lui et qui fréquentent désormais son vieux battoir, il y en a un qui en connaît un sacré rayon en matière d'occupations accessoires. C'est Julien. Julien, il est appointé. Ça force le respect des jeunes collègues.
Julien est aussi un proche d'André, le proxénète, le criminel. Ils s'apprécient d'ailleurs tellement ces deux-là que le flic achète un flingue pour le donner ensuite à son ami voyou. Pour mettre du beurre dans les épinards, Julien est très créatif. Il utilise par exemple ses congés pour effectuer des transports de défunts en Italie pour le compte d'une entreprise de pompes funèbres. Au retour, il planque des marchandises dans le corbillard vide et brandit sa carte de police à la douane pour éviter tout contrôle. Un jour, un ami d'André est victime d'un retrait de permis. Pas de problème. Grâce à Julien, l'automobiliste le récupère en un rien de temps, après avoir versé la modique somme de 18 000 francs aux gendarmes corrompus. De quoi acheter beaucoup de beurre pour mettre dans beaucoup d'épinards. Un autre jour encore, André et Julien s'offrent une virée à Genève, chez un dealer. Ils se font passer pour des acheteurs juste avant de jouer la carte « Police » et de repartir avec plusieurs dizaines de milliers de francs. Évidemment, le trafiquant de drogue n'a jamais porté plainte. Et puis, il y a l'arrangement avec ce boucher valaisan. Il est venu un jour au poste pour porter plainte contre une prostituée qui lui avait, paraît-il, volé de l'argent. Depuis cette entrevue, Julien achète de la viande à des prix défiant toute concurrence au boucher pour la revendre au prix fort à son ancien collègue Thierry au vieux battoir. Mais Julien, le gendarme corrompu, va pousser le bouchon un peu trop loin en arrêtant un trafiquant de drogue lausannois. Pendant qu'il se livre à un pseudo-interrogatoire, André, criminel aguerri, cambriole l'appartement du dealer et lui pique son cash. Seulement cette fois, un juge se fâche tout rouge parce que l'arrestation a été faite sans aucun mandat. Une enquête débute. De son côté, Thierry finit par s'apercevoir qu'il se fait arnaquer avec la viande et il comprend qu'il est complètement submergé par sa nouvelle vie. Il ne pensait pas couvrir ses activités illégales en devenant patron de bistrot. En plus, les comptes du vieux battoir sont dans le rouge cramoisi. Il y a un trou de plus de 100 000 francs. La situation est intenable. Thierry veut même lâcher l'affaire. Il transfère l'exploitation du restaurant à son associé André et se trouve un job comme agent de sécurité à la Migros. Mais avant de partir, Thierry demande des comptes à Julien pour la viande. Ça chauffe. La conversation s'envenime et les deux hommes en viennent aux mains. Ils se battent, et dans cette bagarre, Thierry casse un doigt à Julien, qui le menace et tente de le faire chanter. Soit il lui paie 12 000 francs, soit il le dénonce et il perdra sa patente. Mais Thierry est bien décidé à ne pas se laisser faire. Alors, l'ancien gendarme dépose plainte contre l'appointé Julien, qui est arrêté fin novembre 1990 et inculpé d'extorsion, d'abus d'autorité et d'escroquerie. Évidemment, Thierry ne peut plus reculer maintenant, et il est convoqué devant un juge d'instruction le lundi 17 décembre 1990. Il va tout déballer, et ça risque de ne pas plaire à ses associés. Alors, en attendant le rendez-vous, il écrit à ses parents. « Si je disparais, méfiez-vous d'André et de Julien. » Et il rajoute sur la feuille le nom d'un inspecteur de la sûreté qu'il faudra prévenir. Février 1992. Arrêté une nouvelle fois sous divers chefs d'accusation, Julien passe à table. Le désormais ex-appointé de la gendarmerie vaudoise raconte par exemple le brigandage commis chez le dealer à Genève en août 1990. André est cuit. Il ne peut que confirmer les extorsions, les chantages, le proxénétisme, presque tout en fait, tout, sauf l'assassinat de Thierry. Ça, pas question d'avouer. La facture serait beaucoup trop lourde à payer. Novembre 1992. La famille de Thierry offre une récompense de 30 000 francs pour toute nouvelle information qui pourrait faire avancer l'enquête. Évidemment, à ce moment-là, plus personne ne songe à une fugue. Mais pour valider la thèse du crime, il faut retrouver le cadavre, ou obtenir des aveux, ou les deux. Sans cela, la disparition restera inexpliquée. Et ça, ce serait insupportable pour les parents de la victime que l'on entend dans cette archive RTS. Voilà 2 ans qu'on est dans l'incertitude, sans nouvelles.
que c'est pas l'habitude de notre fils de pas donner de nouvelles. Et on compte beaucoup là-dessus. Parce que ne pas savoir, c'est vraiment un drame. On aimerait mieux avoir son corps au cimetière et puis dire il est là, on peut aller se recueillir, mais ne sachant rien ce qu'il est devenu. C'est très pénible. Le dernier à l'avoir vu vivant, c'est son associé qui affirme l'avoir quitté ici à Lausanne la nuit du 16 décembre. Mais tout porte à croire qu'on a fait disparaître parce qu'il en savait trop et que peut-être un jour il parlerait. C'est aussi cette preuve que la gendarmerie espère obtenir grâce à cette récompense substantielle. André tient bon, et pendant des mois, il n'avoue rien. Mais un jour, il reconnaît du bout des lèvres qu'il a inventé le trajet jusqu'à Lausanne le soir fatidique. Première brèche. Puis les policiers obtiennent la confirmation que la serveuse et le serveur du vieux battoir ont aussi vu Thierry cette nuit-là. Deuxième brèche. Enfin, les inspecteurs arrivent à la conclusion que plusieurs voitures ont été utilisées. Troisième brèche. Avec tous ces éléments, un nouvel interrogatoire de la serveuse est organisé en France. 3 ans après le meurtre, elle n'a visiblement plus peur des représailles et raconte en détail comment elle a été la témoin involontaire de l'exécution de Thierry. L'édifice protecteur d'André s'effondre. Surtout que la serveuse a accepté de revenir en Suisse pour emmener la police dans la forêt de Pompigny. Une fois la scène de crime retrouvée, les forces de l'ordre sortent André de sa cellule et l'emmènent sur place. En arrivant dans les bois, l'assassin comprend qu'il est fait, comme un rat. Il avoue. Le corps est exhumé le lendemain. Nous sommes le 21 mars 1993 et une enquête de quasiment 2 ans, forte de 350 procès-verbaux d'audition, vient de se terminer alors que le printemps commence. Dans les bois de Pompigny, les oiseaux se remettent à chanter, comme chaque année quand les beaux jours reviennent. Le 25 janvier 1994, le gendarme du poste de la gare de Lausanne, arrêté pour consommation et trafic de drogue, se retrouve devant le tribunal. Il est reconnu coupable et condamné à 3 ans et demi de prison. Archive RTS. Caïd de la drogue, le gendarme Ripoux jugé aujourd'hui, plutôt un pauvre toxicomane qui achète ses doses pour lui et ses amis, mais sans faire de bénéfice. Les quantités, elles, sont importantes. Près de 500 grammes de cocaïne ramenés de ses 9 voyages à Amsterdam. Mais le gendarme n'est pas un vrai truand. Une fois, il se fait refiler des tablettes de vitamines à la place de ses doses. L'arrestation, elle aussi, est cocasse. Sur son lieu de travail, le poste de gendarmerie de la gare de Lausanne, le gendarme se laisse faire, puis prend son arme et la retourne contre lui. Mais le coup ne part pas. Reste à savoir pourquoi certains de ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre passent d'un coup d'un seul dans l'illégalité. Pour répondre à cette question, dans ce sujet TV, le journaliste interroge le commandant de la police cantonale vaudoise de l'époque, Pierre Epli. Les gendarmes quittent un tout petit peu certaines tâches traditionnelles qu'ils exerçaient pour être reconvertis, entre guillemets, dans cette lutte contre la criminalité, au moyen de groupes judiciaires, un certain nombre de tâches qui leur sont données. Donc, ils sont confrontés parfois à des problèmes différents et à un style de travail différent. Plus d'autonomie, plus d'indépendance, donc des problèmes auxquels ils n'étaient pas forcément toujours préparés. Pour certains, c'est difficile. Quant au procès d'André et de Julien, il s'ouvre 11 mois plus tard, le 13 décembre 1994. Pour l'occasion, le tribunal criminel de Cossonay s'est installé à Lausanne. Il y a foule dans l'imposant bâtiment de l'esplanade de Montbenon, la foule des grands jours.
Les chefs d'accusation aussi sont nombreux. Il y en a une trentaine répartis entre les deux prévenus, comme une litanie. Brigandage, chantage, encouragement à la prostitution, proxénétisme, escroquerie, abus d'autorité, vol et bien sûr, assassinat pour André. André qui fait son petit effet en entrant dans la salle d'audience avec sa démarche chaloupée et son physique de videur de boîte de nuit. Le malabar en blouson de cuir roule des mécaniques comme si la chaîne qui l'entrave n'existait pas. Il méprise la cour d'un regard et s'installe. Il ne dit pas un mot et ne répond à aucune question. Un peu comme il n'a jamais exprimé aucun remords. L'une des premières personnes à témoigner, c'est la jeune prostituée qu'André a exploitée à Lausanne, rue de Genève, alors qu'elle n'avait même pas 20 ans. Une bonne gagneuse, comme on dit dans le milieu. Elle a rapporté jusqu'à 30 000 francs par mois à son MAC pendant des années. En tout, André a ramassé plus d'1 million grâce à elle. Il lui faisait croire qu'avec tout ce fric, il lui achetait le restaurant du Vieux Battoir, alors qu'il claquait tout de son côté. Quand elle entre dans la salle, la jeune femme est saisie d'une crise de panique en voyant son souteneur. Horrifiée, elle s'enfuit. Alors on expédie l'accusé ailleurs et l'on s'en va rechercher la témoin qui raconte tout, noyée dans ses larmes. Elle dit que cet homme a d'abord été tendre avec elle avant de tourner sadique. Elle lui donnait tout l'argent qu'elle gagnait, 1000 francs ou plus, soir après soir. Elle faisait confiance à ce mec musclé qui lui avait fait signer un papier de notaire pour l'achat du restaurant. Un faux, évidemment. Elle demande au président du tribunal « Je vais pas les ravoir, mes sous ? Il ne reste plus rien du tout ?» Un rapport psychiatrique est lu par le président du tribunal qui vient confirmer l'analyse de la prostituée. André y est dépeint comme étant un psychopathe pervers. Il a sombré dans la délinquance à 17 ans. Sa rencontre avec Thierry, le gendarme, lui a donné un sentiment de puissance en lui permettant de se faire une place au milieu des ripoux. André ne dit rien. Un ami d'enfance du prévenu, cuisinier au Vieux Battoir, passe à son tour à la barre. Il explique qu'après la disparition de Thierry, André lui a donné sa version des faits. C'est l'ex-gendarme qui a d'abord dégainé cette nuit-là, obligeant le malfrat à faire usage de son 22 long rifle pour se défendre. André ne dit rien. La serveuse française, elle, n'a pas donné suite à la citation du tribunal. Elle n'est pas là. Mais on projette la vidéo d'une reconstitution du crime, tournée selon son témoignage. Dans cette version, elle est planquée sur la banquette arrière de la voiture, jusqu'au coup de feu. André ne dit rien. Puis l'on projette la vidéo d'une reconstitution tournée selon le témoignage d'André. Là, c'est donc Thierry qui dégaine le premier, obligeant le tueur à faire feu. Mais il avait déjà creusé la fosse. Il avait bel et bien l'intention de se débarrasser de son associé, non ? André ne dit toujours rien. Alors, comme l'accusé se tait, c'est le président du tribunal qui lit ses aveux formulés lors des auditions. Face à l'odieux chantage à la liberté qu'il exerçait sur moi, je n'ai plus vu d'autre solution que de le tuer. C'est maintenant au tour de Julien de voir son cas examiné. Dans la presse de l'époque, le gendarme est décrit comme un homme chétif, malingre, presque maladif. Il n'a pas 40 ans, mais il est déjà vieux, usé. Il est question des perquisitions sauvages qu'il menait sans autorisation et durant lesquelles il empochait quelques milliers de francs qui traînaient dans un tiroir ou derrière un meuble. Les tocs et les dealers n'allaient pas porter plainte. Devant la cour, on décrit comment il manipulait ses jeunes collègues, voire des aspirants, pour les impliquer dans ses magouilles. C'est qu'il était appointé, il impressionnait. Un témoin explique à la barre. C'était l'aîné, un modèle. On lui rendait service et on ne posait pas de questions. Certains gendarmes concernés ont écopé de blâme ou ont été dégradés. Et quand on demande des explications à Julien, il répond qu'il devait faire des paiements ou qu'il avait besoin d'argent ou qu'il était beaucoup plus inquiet pour ses dettes que pour ses amis.
Quand vient l'heure du réquisitoire, le procureur sort l'artillerie lourde. Il demande la prison à vie pour André, qu'il qualifie de plus impur produit judiciaire 100% vaudois qu'il n'a jamais connu. Il est froid, sadique, égoïste, pervers, proxénète cruel, maître chanteur, tortionnaire impitoyable. Pour le ministère public, André est un grand marionnettiste, un manipulateur. C'est un brigand qui aurait pu faire la même carrière à Palerme, Miami ou Marseille, mais qui n'a pas l'étoffe d'un caïd. Il voudrait nous faire croire qu'il a le sens de l'honneur, mais il ne l'a pas. André écoute, détendu, presque amusé, en se balançant sur sa chaise, tandis que son avocat se démène maintenant pour convaincre la cour qu'il y a de l'humanité en son client. Il a peur de montrer ses sentiments. Ce n'est pas un monstre, il a un avenir, plaide le défenseur. André a-t-il quelque chose à rajouter ? Et enfin, André parle, pour dire « Non, Monsieur le Président ». Puis le ministère public déroule son réquisitoire contre Julien. Julien qui n'est pas un ripou, selon l'accusation, le terme est trop anecdotique, cinématographique. Non, Julien est un vrai flic pourri. Il n'est que fourberie, arrogance, dissimulation, manipulation, lâcheté et cupidité. Il abusait de son autorité de gendarme alors qu'il avait prêté serment. Il s'attaquait aux faibles avec l'uniforme du fort, lâche le procureur, qui requiert 6 ans de prison. 6 ans ? Seulement ? Murmurent certains. Pour l'avocat du gendarme, c'est la faute d'André si son client a si mal tourné. L'assassin l'a manipulé comme un sorcier en vue de sa victime. Après délibération, le verdict tombe le 21 décembre 1994 et il est cinglant. Verdict aujourd'hui à Lausanne, il y a quelques instants, dans le procès des ripoux. Alors, Christian Séchaud, vous êtes en direct avec nous de Lausanne. Ce verdict, il vient de tomber. Vous avez juste eu le temps de rejoindre le studio. Quel est ce verdict ? Alors, le verdict, c'est l'assassinat. C'est-à-dire que a effectivement été condamné pour assassinat par le tribunal criminel de Cossonay. Assassin pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il a mis son plan sur pied près de 24 heures à l'avance et qu'il y avait une intention d'aller jusqu'au terme de son macabre destin. Ensuite, il s'est assuré une complicité qui lui était indispensable avec un témoin qui est venu sur place. Il a donc agi sans scrupule. Ensuite, il a tué pour éliminer celui qui était un témoin gênant. Il y a donc un motif de cupidité qui est considéré comme particulièrement odieux par la justice. Il est donc considéré comme un assassin et comme tel a été condamné à la réclusion à perpétuité. L'assassin est en outre condamné à verser 300 000 francs d'indemnité à la famille de la victime et 30 000 francs à la jeune femme qu'il prostituait. Et si André écope de la peine maximale prévue par la loi, son complice Julien, lui, est condamné à 5 ans et 3 mois de réclusion. La Cour a retenu son absence de casier, sa bonne conduite en prison et ses remords pour atténuer la peine. Quant à la serveuse, qui a accompagné André dans la forêt le soir fatidique, elle est mise totalement hors de cause. Alain Gorka, bonjour. Bonjour. Alain Gorka, colonel Alain Gorka, vous êtes le commandant de la gendarmerie vaudoise et vous avez accepté de nous livrer dans Crime Suisse votre regard sur cette affaire des ripoux vaudois, mettons les guillemets. Alors, vous commenciez votre carrière jeune homme de 19 ans au début des années 90. Ça veut dire que vous aviez déjà entendu parler au début de votre carrière de cette affaire ? Alors effectivement, j'ai débuté ma carrière en 1990. Je suis issu du rang, j'ai gravi tous les échelons et en 1990, lorsque je débutais dans la profession, j'ai pu prendre connaissance de cette affaire par le biais des médias, des articles de presse et des différents éléments qui nous étaient ainsi remontés. Oui, vous gardez quel souvenir de cette époque ? C'était un grand scandale qui secouait tous les rangs de toutes les polices ou au contraire, ce n'était qu'un fait divers parmi d'autres ? Alors écoutez, jeune collaborateur, sortant de l'école de police, j'avais pris connaissance, mais je ne me sentais aucunement concerné. J'étais toujours assurément à regret qu'on peut lire qu'un policier, qu'un gendarme est concerné par une telle affaire, mais je n'étais pas plus dans l'émoi que ceci. Et puis, plus de 30 ans plus tard, quand je vous envoie un mail, quand je vous envoie le dossier de presse, que vous vous replongez dans ces articles les uns après les autres, vous avez quelle réaction en redécouvrant ce dossier ?
La même. C'est toujours absolument regrettable qu'un collaborateur, qu'une collaboratrice soit concernée par une pareille affaire, que notre profession soit mise en exergue dans de tels événements. Et maintenant, je le vois encore avec plus de poids au vu de ma fonction et plus de responsabilité. Vous avez combien de collaborateurs et de collaboratrices sous votre responsabilité, Alain Gorka ? Environ 800 collaboratrices et collaborateurs pour le canton de Vaud. Quel a été l'impact de ces affaires de gendarmes corrompus à l'époque ? Parce qu'en 1990, alors il y a certes ce drame d'un meurtre commis dans la forêt à Pampigny, mais il y a aussi des problèmes avec de la drogue au poste de la gare. Il y a d'autres problèmes de gendarmes qui font des extras pour arrondir leur fin de mois. Est-ce qu'à l'époque, ça a changé quelque chose dans la conduite de la gendarmerie, dans la conduite des policiers et policières ? Alors, il est évident que je ne pourrais pas m'exprimer depuis 1990 jusqu'à 2015, puisque je n'étais pas en fonction. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris mes fonctions en 2015, mais depuis 10 ans, je peux constater très sérieusement qu'il y a une évolution dans les profils recherchés. Il y a vraiment une volonté d'avoir des gens qui ont un savoir-être, un savoir-faire, c'est certain, mais avant tout, nous recherchons les compétences humaines et le professionnalisme de nos gens. Mais ça veut dire quoi, des compétences humaines ? Vous avez des exemples ? Eh bien, dans les compétences humaines, nous recherchons des gens qui ont de l'empathie, nous recherchons des gens qui ont aussi une solidité émotionnelle, nous recherchons des gens qui ont la capacité de faire face sans se les faire influencer. On se rend compte qu'à l'époque, 1990, mais ça commence un peu avant, les gendarmes vaudois sont très mal payés en comparaison intercantonale. D'où peut-être la tentation de faire des extras en dehors des heures de travail. Elles ont évolué dans quel sens, ces conditions de travail, depuis cette époque-là ? Écoutez, nos conditions de travail sont bonnes, c'est certain, mais avant tout, je constate que nous avons des gens, et chaque année nous engageons des collaboratrices et des collaborateurs qui ont vraiment une volonté de s'engager pour la population, qui ont un dévouement et une loyauté à l'institution et servir le canton. Pardonnez-moi, mais le dévouement, la loyauté, ça fait pas bouillir la marmite à la fin du mois. Un gendarme vaudois aujourd'hui, une gendarme vaudoise aujourd'hui, il et elle gagnent assez pour vivre, pour tourner, pour habiter dans ce joli pays. Les conditions salariales sont connues de nos gens dès le départ. Ça fait partie des conditions d'entrée dans le canton. Je n'ai pas à m'exprimer sur les allocations et sur les salaires qui sont donnés par l'État de Vaud. Donc si je vous demande combien ça gagne un gendarme vaudois, vous ne me répondez pas ? Écoutez, les conditions salariales sont connues et fixées par l'État de Vaud. Je pense qu'au-delà du salaire, très sincèrement, au-delà du salaire, il faut avoir envie de s'engager pour notre profession, il faut avoir envie d'épouser aussi toutes ces contraintes, toute cette charge qu'il y a pour nos gens dans le terrain. Il faut aussi avoir un entourage qui est suffisamment compréhensif pour que la personne puisse exercer cette activité. Et je pense que je rencontre des gens, certes, qui ont des bonnes conditions, mais je rencontre et je travaille avec des gens qui sont extrêmement dévoués, engagés, je leur dis une nouvelle fois, à faire cette activité. Et c'est vraiment quelque chose, lorsqu'on parle d'un esprit de corps, je pense qu'il faut aller sur le sens noble, où il y a vraiment cette volonté de faire et de servir la population. C'est une vocation, être gendarme ? Je pense que c'est une vocation et je pense qu'au fil des années, ça l'est encore plus. La population, à juste titre, a des attentes, a des exigences et nous devons y rendre réponse. C'est un métier exposé, c'est un métier complexe et nous devons avoir une vocation pour durer dans cette activité. Dans le dossier qui nous occupe, on comprend bien, en entendant les archives, en lisant les articles de presse, que cette fin des années 80, début des années 90, c'est une sorte de basculement dans un nouveau monde. Il n'y a pas que la police qui est concernée, c'est un basculement technologique, tout ça. Est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui ? Une sorte de basculement avec des nouvelles tâches peut-être dans le quotidien des gendarmes, avec de nouveaux enjeux dans le quotidien de la gendarmerie globalement ? Mais c'est évident, vous avez un canton qui a dépassé les 800 000 habitants, vous avez une densité d'activité qui s'accroît, vous avez une complexité aussi dans une ère juridique, et vous avez, que nous le voulions ou non, une société qui fait évoluer ses exigences et ses attentes envers les institutions et ses gendarmes notamment. Je pense qu'il faut rester extrêmement humble. Nous sommes représentatifs de la société et je me garderai bien d'une considération entre 1990 et 2025. Nulle institution n'est à l'abri d'un pareil événement. Je pense qu'il faut de nouveau garder la tête froide et puis essayer de correspondre à ce qui est attendu de nous. Parlons un peu éthique, Alain Gorka, puisque vous êtes formé, alors les Suisses alémaniques disent « es war einmal », ça fait quand même quelques décennies, vous êtes formé sur ces notions au début de votre carrière. Si je vous pose une question toute simple,
Quelle est l'éthique de la gendarmerie vaudoise aujourd'hui? Vous me répondez quoi? Je pense qu'avant tout, se former pour l'éthique, c'est regarder son propre mode de fonctionnement, soi-même face à ses propres choix, soi-même face à ses propres décisions. Je dis toujours, entre éthique affichée et éthique pratiquée, je préfère l'éthique pratiquée, c'est pas quelque chose qu'on met en avant comme un argument, et c'est dans notre mode de fonctionnement, et je ne mettrai pas en avant l'éthique qui serait une éthique affichée de la gendarmerie. Par contre, je mettrai en avant le professionnalisme des gendarmes qui composent le corps de la gendarmerie vaudoise et qui, à mon sens, est exemplaire. Certes, nous avons des problèmes, certes, parfois nous avons des petits soucis, mais nous les gérons, nous en faisons face. Dans cet épisode de Crime Suisse, le gendarme, qui finit par être tué, se lie d'amitié avec un criminel parce qu'il l'accompagne souvent lorsqu'il faut l'escorter chez le juge. Aujourd'hui, ça paraît complètement incongru qu'un policier, un gendarme devienne pote avec un criminel. Il y a des garde-fous pour ce genre de situation? Alors, je serais extrêmement humble de dire qu'en 2025, c'est impossible. De loin pas. C'est d'ailleurs toute la richesse d'une profession et d'une fonction telle que la mienne. Nous travaillons avec des êtres humains qui travaillent avec d'autres êtres humains. Et les relations humaines, elles existent, qu'on le veuille ou non. Néanmoins, toutes les procédures, tout le professionnalisme, tout le système hiérarchique qui existe tendent à diminuer, autant que faire se peut, le risque lié à ce genre d'événement. Et toute situation qui serait portée à la connaissance de la hiérarchie serait automatiquement, par contre, traitée. Nous ne laisserions pas aller vers des excès tels que vous le décriviez. On l'a souvent entendu cet été dans le canton de Vaud, il n'y a pas de police des polices dans ce canton, en tout cas pas de corps à proprement parler qui enquête sur les gendarmes, sur les policiers, sur les policières lorsqu'il y a des soucis. C'est juste, c'est vraiment le cas, il n'y a pas de police des polices dans le canton de Vaud? Alors, il y a une police des polices connu sous le dispositif d'investigation spéciale policière, le DISPO, qui est composé de policiers qui sont mandatés pour mener des enquêtes sur d'autres policiers. Mais il n'y a pas, effectivement, dans le sens de votre question, de police des polices indépendante. Néanmoins, ce dispositif pourrait évoluer, rien n'est figé dans le marbre. Vous l'appelleriez de vos voeux la création d'un corps spécial pour enquêter sur les policiers? Moi, je dirais que le dispositif actuel fait extrêmement bien son travail. Et il n'y a aucune enquête qui est minimisée, aucune enquête qui n'est pas traitée. Toutes sont traitées. Toutes celles qui sont portées à la connaissance de ce dispositif sont traitées et sont traitées sous l'égide d'un procureur. Néanmoins, si ce dispositif doit évoluer, et je pense qu'il pourrait évoluer, mais ce n'est que mon avis comme commandant de gendarmerie. Je rappelle que j'ai une commandante de la police cantonale et j'ai un chef de département et il y a un procureur général. Si ce dispositif doit évoluer, eh bien, il le fera. Je ne vais pas m'exprimer sur cette thématique. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le dispositif actuel fonctionne et les enquêtes sont menées. Il n'y a pas d'impunité? Il n'y a pas d'impunité. Il ne doit pas y avoir d'impunité. Toutes les enquêtes doivent être menées à charge, certes, mais aussi à décharge. Et c'est vraiment le but lorsqu'il y a une enquête qui doit être menée sur un collaborateur. Ce n'est pas une... 5. L'ogre de Bienne. Les prénoms ont été changés. L'enfance de Philomène est chaotique et violente. Elle a 2 ans, au début du XXe siècle, quand sa maman meurt et qu'on la place chez sa grand-mère, en Italie. À 6 ans, on envoie Philomène retrouver son père, qui s'est remarié en France. Sa belle-mère ne l'aime pas, alors elle la frappe et la maltraite, l'obligeant à coucher à même le sol, sur de la paille. Les mauvais traitements sont tels que la police intervient. La fillette est renvoyée chez sa grand-mère. Elle a 9 ans et fait à peine 2 années d'école avant d'être envoyée à l'usine pour gagner sa vie. À 15 ans, Philomène arrive en Suisse, à Bienne. Elle a trouvé une place de servante dans une famille italienne. Nous sommes en 1913 et bientôt, l'Europe sera dévastée par une guerre mondiale. Les années passent. Et la jeune femme s'entiche de Jean René. Il a 3 ans de plus qu'elle et il est émailleur dans l'horlogerie. Un de ses collègues dit de lui qu'il est dur, exigeant, égoïste, matérialiste. Mais Philomène s'en fout. Il n'y a que son amour pour cet homme qui compte, cet homme au large front, au nez un peu pointu et aux lèvres pleines. Elle n'a pas 20 ans et elle veut le marier. Elle veut enfin avoir sa vie et sa famille à elle.
En juillet 1917, leur promesse de mariage est publiée dans le Journal du Jura. Ils se disent oui quelques mois plus tard. On l'entend dans cette archive d'époque de la RTS. Ville de l'avenir, titre dont la cité de Bienne, extrême limite de la Suisse romande, aime à se parer, et qu'elle justifie en développant avec zèle ses activités multiples, en cherchant toujours de nouvelles. La cité s'agrandit sans cesse, tout est prévu pour un développement ultérieur, des usines et des maisons nouvelles s'élèvent de toutes parts et témoignent d'une vie inlassable. Mais les quartiers modernes ne font pas oublier pour autant les témoins du passé. Une très ancienne église, soigneusement restaurée, sert toujours autour de son clocher les maisons étroites de la vieille ville et leurs pignons pointus. Des soins heureux les maintiennent en bon état. Des couleurs vives et gaies font ressortir les détails de l'architecture d'autrefois. On a interdit aux magasins les placards enlaidissants, de joyeuses enseignes de fer forgé les remplacent. L'hôtel où descendit Goethe, le charmant petit théâtre logé dans l'ancien arsenal, de vieilles tours d'enceinte sont parmi les vestiges les plus frappants des temps révolus. Mais si les conditions semblent en apparence réunies pour filer un bonheur parfait, une ombre grandit petit à petit dans le doux foyer de Philomène. C'est que Jean-René devient violent. Il frappe sa femme. Ce n'est pas la première fois que Philomène se fait taper. Alors au début, elle ne dit rien. Mais la situation empire quand elle surprend son mari avec une autre femme. Jean-René cogne plus dur. Il menace son épouse de mort en brandissant un rasoir. Souvent, les voisins entendent des disputes. Parfois, l'épouse vient se réfugier chez eux. Rarement, la police intervient. Pour ne rien arranger, Jean-René n'a plus de travail et c'est Philomène qui doit ramener de l'argent à la maison en faisant du porte-à-porte ou des extras dans des restaurants. Philomène en a marre. Elle veut divorcer, mais son mari ne veut pas. Il la menace, puis se radoucit en promettant de rompre avec sa maîtresse. L'épouse retire donc sa demande de séparation, mais rien ne s'arrange pour autant. Un soir de carnaval, en 1934, Philomène fait la connaissance de Basile, un homme de 11 ans plus jeune qu'elle. Il est grand, blond et beau gosse, avec un sourire en coin et de larges épaules. Il vient du Jura bernois, pas loin de La Chaux-de-Fonds. C'est le cadet d'une famille nombreuse, dont les parents exploitent une ferme dans cet arc jurassien à la fois industriel et agricole. La vie de Basile n'est pas folichonne. Manœuvre dans une scierie, il aurait dû entrer au CFF à Saint-Imier, mais c'était sans compter avec ses problèmes de vue. Évidemment, quand on ne distingue pas bien les couleurs, travailler dans une gare, c'est compliqué. Alors il est parti à Zurich, où il a bossé comme commissionnaire avant de se retrouver à Bienne, un peu par hasard. Mais il a beau vivre désormais dans la ville de l'avenir, son futur s'écrit plutôt en grandes lettres qui, mises bout à bout, tracent le mot chômage. À l'époque, on en parle encore comme d'une nouveauté en Suisse, comme dans cette archive radio des années 30. Mesdames et messieurs, parmi les causes de la pauvreté, il en est, à côté des anciennes, la maladie, les défaillances physiques ou morales, une nouvelle, le chômage. Connu depuis toujours sous son aspect saisonnier dans quelques professions, il affecte aujourd'hui toute l'année l'économie des peuples. D'aucuns vous diront « cela va mieux ». Oui, pour certaines branches de l'industrie. Mais d'autres, comme le bâtiment par exemple, restent touchés et souffrent d'autant plus que le nombre des manœuvres grossit, les professions libérales étant encombrées. Si de temps à autre, suivant le mécanisme de la nature humaine, la loi du moindre effort, un chômeur semble préférer son allocation au travail, ce sont là des exceptions qu'il serait injuste d'exploiter. Il y a des jeunes gens à la charge de leurs parents, malgré des études professionnelles achevées au prix de gros sacrifices. Il y a des pères de famille qui font la cuisine et gardent les enfants pendant que l'épouse fait des journées. Il y en a un mot des gens qui, malgré eux, ne trouvent pas de besogne. Les améliorations laissent le problème posé en son entier. Ne nous faisons pas d'illusions. Il est des reprises de travail qui préparent déjà du chômage en grand pour demain. Je fais allusion aux installations de machines,
aux constructions d'usines modernisées. Tant que le monde n'aura pas adapté sa structure aux conditions établies par la machine, la science, le progrès, toute amélioration est une accalmie, pas une guérison. La souffrance reviendra plus vive qu'avant. Mais peu importe tout ça. Philomène et Basile deviennent amants. Elle lui fait des cadeaux, elle le chouchoute. Lui, il dit qu'il veut vivre pour elle, avec elle. Il faut qu'elle divorce de son mari violent. Alors l'épouse battue dépose une nouvelle demande de séparation, mais se ravise pour ne pas faire de mal à ses enfants, dit-elle. L'amant est furieux, surtout qu'il sait que sa maîtresse a pas mal d'argent à elle, à la banque, dans les 13 000 francs. C'est énorme, à une époque où la place la moins chère au cinéma Tivoli de Bienne ne coûte que 60 centimes. Au printemps 1934, Philomène pousse jusqu'à Granges, dans le canton de Soleure, pour travailler. Elle en profite pour rendre visite à une lointaine parente. La jeune femme se confie à la vieille dame. Elle raconte son mari violent et infidèle. La septuagénaire écoute et lâche finalement « Un mari comme le vôtre ne mérite pas de vivre ». L'idée va faire son chemin. Mais pas tout de suite. Parce que Philomène y croit encore à ce mariage, à cette famille. Elle veut donner une dernière chance à son mari. Alors, pour le retenir à la maison, elle commence à saupoudrer sa nourriture de poison pour les souris. L'épouse se dit que s'il tombe malade, il ne sortira plus. Il sera peut-être même trop faible pour la taper. Et en effet, après quelques jours de ce traitement, Jean-René va peu bien. Il a tout le temps mal au ventre, mais pas assez pour rester sagement à la maison. Philomène se met à penser à quelque chose de plus radical. Pourquoi ne pas servir à son mari des champignons vénéneux ? Elle sait que ça peut être dangereux. Elle l'a entendu à la radio. De nombreuses recherches physiologiques et toxicologiques ont été faites pour essayer de préciser la nature et les effets du poison fongique. À l'intérêt scientifique que présentaient ces recherches, venait s'ajouter l'espoir qu'elles aboutiraient un jour à la découverte d'une médication efficace contre une intoxication qui, en l'état actuel de la thérapeutique, est trop souvent mortelle. Des recherches d'ordre physiologique ont été faites sur différents animaux pour reproduire l'action du poison des amanites phalloïdes et l'immunité que peut développer chez ces animaux l'inoculation de doses progressives de ce poison. Depuis longtemps, les chimistes ont essayé de déterminer la nature du poison en cause et d'en préciser la formule. Enfin, des études ont été faites du point de vue médico-légal pour permettre d'établir un diagnostic scientifique dans les cas où l'on peut supposer un empoisonnement criminel par des champignons. Mais Philomène a deux problèmes. Premièrement, c'est le printemps et pas vraiment la saison des amanites. Et puis, deuxièmement, son amant lui a déconseillé la méthode. L'idée des champignons vénéneux est abandonnée. Trois semaines passent et Philomène enrage du peu d'effet de son plan. De retour à Granges, elle retourne chez la vieille femme et lâche au détour de la conversation « Si j'avais du poison, je crois que j'en donnerais à mon mari. » « Mais nous en avons dans notre atelier, » lui répond la septuagénaire avant d'ajouter « Si vous me donnez 1000 francs, je vous en cède 3 grammes. C'est un poison qui ne laisse aucune trace. » Philomène accepte le marché. Elle vient d'acheter du cyanure de potassium. « 10 juin 1934.
Jean-René et Philomène sont de sortie chez des amis au nord de Lys, à une dizaine de kilomètres de Bienne. En rentrant, une dispute éclate. L'homme tape sa femme à coups de poing avant de proférer à nouveau de violentes menaces de mort. C'est à ce moment-là qu'elle se décide à le tuer. Le lendemain matin, Jean-René a mal au ventre. Il n'est pas encore levé qu'il réclame déjà un remède à Philomène, une purge à base d'huile de ricin. Un laxatif, quoi. L'épouse fait comme d'habitude. Dans un verre à bière, elle mélange de l'eau, de l'huile de ricin, du kirsch et elle ajoute le cyanure. Le mari avale le verre d'un trait, se recouche pour se relever presque aussitôt. Il a à peine le temps de faire quelques pas dans la chambre qu'il s'effondre et meurt, foudroyé par le poison. Philomène appelle un médecin qu'elle connaît. Quand il arrive, elle raconte que son mari était faible du cœur, qu'il est tombé, sans doute victime d'une crise cardiaque. Le docteur demande tout de même s'il a pris quelque chose avant de s'écrouler. « Non, il n'a rien avalé, dit l'épouse. »« Alors, c'est vendu. Mort par crise cardiaque, avec embolie. Un certificat de décès, tout ce qu'il y a de plus régulier, est délivré. »« C'est bon. Philomène a le champ libre. Elle va enfin pouvoir vivre avec Basile. Elle s'empresse d'annoncer la nouvelle à son amant, tout en lui avouant son crime dans la foulée. Quelque temps plus tard, Basile s'installe dans le foyer de sa maîtresse. Il prend les commandes de la famille et des finances. C'est que le couple dispose désormais d'un joli pactole, dans les 25 000 francs. Les deux amants parlent mariage aussi. Mais il y a un problème. Philomène est enceinte de Basile. Jamais elle n'obtiendra dans ces conditions l'autorisation de se remarier avant le délai de 300 jours prévu par la loi. Alors Philomène se rend chez le même docteur qui a établi le certificat de décès de son mari pour avorter. C'est risqué. L'IVG est totalement illégal à l'époque, en Suisse. On est encore très loin dans ces années 30 de la solution des délais, entrée en vigueur au début des années 2000 et qui permet d'interrompre une grossesse pendant les 12 premières semaines. Une fois l'avortement pratiqué en douce, la promesse de mariage entre Philomène et Basile est publiée dans le Journal du Jura en décembre 1934, 6 mois après le meurtre de Jean-René. Les deux amoureux se disent oui peu après. Sur une photo d'époque en noir et blanc, on voit la nouvelle famille posée devant l'objectif. Il y a Basile, avec sa masse de cheveux blonds coiffée en arrière et son nœud papillon. Juste à côté de lui, il y a le jeune Édouard, avec son polo à fermeture éclair et ses oreilles légèrement décollées. Il est surplombé par sa grande sœur, Marceline, vêtue d'un pull à col roulé et tout ce qu'il y a de plus commun. Et puis, il y a Philomène, habillée de noir, le regard inquiet. À part elle, tout le monde sourit. Mais la lune de miel est de courte durée, parce que Basile devient violent. Oui, Philomène a tué son mari qui la frappait, et elle se retrouve avec un autre homme, encore plus brutal. Un homme qui ne se contente pas de taper son épouse, mais qui se met aussi à abuser sexuellement de Marceline, sa belle-fille de 11 ans. Quant à Édouard, il devient le souffre-douleur de son beau-père. À 9 ans, il ressemble tellement à son défunt papa, c'est tellement le chouchou de sa maman qu'il mérite bien de recevoir raclée sur raclée. Et quand Philomène proteste, son nouveau mari menace de la dénoncer à la police pour le meurtre de Jean-René. Et si on quittait la Suisse ? Et si on tirait un trait sur le passé ? Basile rêve de grands espaces. Oui, il veut s'installer au Canada avec 2 de ses frères. À l'époque, le Canada fait rêver nombre de compatriotes. On les pousse même parfois à s'y installer pour fuir la misère.
En préparant ce podcast, j'ai d'ailleurs retrouvé cette archive dans laquelle un responsable suisse établi là-bas prend la parole à la radio à l'occasion d'un 1er août. Allô, chers compatriotes en Suisse, vous entendez le Canada. Les Suisses dans ce pays célèbrent l'anniversaire de notre chère patrie avec vous et pensent à vous. Nous avons tous des parents et des amis en Suisse. C'est vrai, le télégraphe et la poste aérienne sont à notre disposition, mais il y a parmi nous des paresseux qui n'aiment pas écrire. Nous saisissons donc cette occasion unique pour vous dire nos salutations et nos bons vœux. Comme nous aimerions échanger nos produits du Canada, notre farine toute blanche, notre beurre et notre lard contre votre kirsch, votre vin blanc et l'air frais de vos montagnes. Quelques-uns d'entre nous ont l'intention de vous rendre visite, et comme nous nous réjouissons de recevoir des visiteurs de chez nous. Venez donc au Canada, venez souvent et nombreux. Le blé des vastes champs canadiens est abondant. Dans ce pays, il y aurait de la place pour beaucoup de concitoyens qui trouvent notre patrie trop étroite, mais c'est encore difficile de voyager et surtout d'immigrer. Ayez donc de la patience. C'est décidé. Basile, Philomène, Marceline et Édouard vont aller vivre au Canada. La famille arrive par un beau matin du printemps 1935 à Edmonton, en Alberta. Le plan, c'est de trouver une ferme à Bay Tree, tout près de la frontière avec la Colombie-Britannique et pas très loin des montagnes rocheuses. Grâce à leur pécule, l'installation de la famille se déroule plutôt bien. Basile dépense beaucoup et travaille peu. Il achète un pick-up d'occasion, un peu de bétail et des outils pour travailler la terre. Personne ne parle anglais dans la famille, mais tout le monde se met à le baragouiner un peu. Les enfants vont à l'école, Marceline se montre intéressée, mais Édouard se décourage vite parce qu'il ne comprend rien aux leçons. Il préfère s'occuper du chien de son beau-père qui, lui au moins, lui témoigne de l'affection. Tout est nouveau ici, mais rien ne change vraiment. Basile continue de violer Marceline, de battre sa femme et de brutaliser le petit Édouard. Il frappe le garçonnet à coups de pied, à coups de bâton, à coups de corde. Souvent les cris portent jusqu'à la ferme voisine, mais personne n'intervient. L'enfant demande même un jour à Philomène « Dis maman, il faut que je fasse quoi pour ne plus être battue ?» Elle ne sait pas. Elle est impuissante, terrorisée par ce nouveau mari qui pourrait à tout moment dénoncer le meurtre qu'elle a commis. Le petit Édouard n'en peut plus. La Suisse et son grand-père lui manquent. Il voudrait retourner là-bas, fuir cet endroit, loin des coups. Il se dit qu'il est assez grand, du haut de ses presque 10 ans, pour retrouver son chemin tout seul. Alors Édouard s'enfuit chez un de ses oncles. Sur place, il raconte en pleurant combien il est maltraité à la maison. Après quoi, sa tante le ramène à la ferme. Quand Basile retrouve son beau-fils, il se jette sur lui arrache ses vêtements et le bat à coups de bâton comme une brute. Philomène tente de s'interposer, mais son mari lui assène un violent coup de pied à la poitrine qui lui coupe le souffle et l'oblige à battre en retraite, impuissante. Édouard fugue encore, à plusieurs reprises. Parfois, il revient de lui-même à la maison, et parfois, c'est un adulte qui le ramène, comme ce voisin qui l'a trouvé une nuit sur les bancs de l'école, terrifié. Samedi 21 septembre 1935. L'été touche à sa fin. Édouard a fêté ses 10 ans le mois précédent, et il donne un coup de main à sa sœur qui traite une vache. Ce matin-là, son beau-père l'envoie à la recherche du chien qui s'est enfui. L'enfant s'en va, mais il ne revient pas. Il se cache dans la grange de son oncle et il attend, couché sur du foin. Le répit est de courte durée. Une de ses cousines le découvre et le ramène chez lui, où son beau-père se met à le battre, comme jamais. L'ogre frappe tellement fort cette fois que le petit finit par s'écrouler, pratiquement inconscient. Il ne se relève pas. Sa maman le met au lit, où il reste prostré, dans un sale état. Un moment passe,
et Basile se met à appeler Édouard, qui, forcément, ne répond pas. Le beau-père se précipite alors dans la chambre. Il saisit les jambes du petit et le jette au sol, avant de déchirer sa chemise et de s'emparer d'une courroie de cuir qu'il plie, avant de frapper. Philomène s'enfuit, sort de la ferme et cherche de l'aide à l'extérieur, en vain. Elle est glacée par les cris terribles que pousse son enfant. Alors elle revient à l'intérieur. Édouard est à nouveau au lit, les yeux vitreux, la respiration chancelante, plaintive. Basile ne supporte pas ce bruit. Alors il frappe encore et achève le garçon. Quelques heures plus tard, il fait nuit, il pleut, et le cadavre d'Édouard est grossièrement caché sous du chenil, à l'arrière du pick-up qui fend l'obscurité de la prairie. C'est Basile qui conduit, avec Philomène à ses côtés. Ensemble, mari et femme roulent longtemps sur la piste mal entretenue et finissent par enterrer grossièrement l'enfant dans un coin perdu, à des dizaines de kilomètres de chez eux. Basile et Philomène signalent la disparition d'Édouard à la police le lendemain du crime. C'est une fugue, affirme-t-il. Le petit a l'habitude d'en faire. Des recherches s'organisent avec l'aide de voisins. On fouille les buissons, on sonde les étangs. Une trentaine de personnes battent la campagne, mais sans succès. Et surtout, sans Basile ni Philomène qui restent à l'écart. Les battus sont définitivement abandonnés 3 semaines plus tard. La conclusion de la police, c'est que le garçon a fugué et qu'il s'est perdu. Épuisé, il a sans doute été victime d'une ou de plusieurs bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Basile et Philomène n'y avaient pas pensé. Et s'ils n'avaient pas creusé assez profond? Et si les restes avaient été déterrés? Le couple retourne sur place. Et en effet, les animaux ont trouvé la dépouille. Ils ont déjà rongé quelques parties du corps, sauf la tête, encore bizarrement intacte. Alors, mari et femme déplacent ce qu'il reste du corps un peu plus loin, dans des buissons difficilement accessibles aux hommes, mais pas aux prédateurs, ni aux oiseaux de proie, qui pourront définitivement s'en accommoder. 2 mois plus tard, la tension et l'inquiétude restent vives au sein du couple. Et si la police n'avait pas vraiment lâché l'affaire? Et si les restes étaient finalement découverts? Et si les marques de coups étaient encore visibles? Et s'ils étaient arrêtés, emprisonnés? Il vaudrait mieux... Francesca Heuger, bonjour. Bonjour. Francesca Heuger, vous êtes pédiatre, vous êtes médecin cadre au CHUV, vous êtes la responsable du CAN Team. Alors le CAN Team, C-A-N, c'est pour Child Abuse and Neglect Team, à savoir en français l'unité hospitalière de protection de l'enfance. Le CAN Team soutient les professionnels de la santé dans la détection, l'évaluation et l'orientation des situations de maltraitance, dans la prévention aussi de ces situations de maltraitance. Francesca Heuger, quelle a été votre réaction quand je vous ai soumis cette histoire de l'ogre de Bienne, quand vous avez découvert cette histoire de l'ogre de Bienne? Alors c'est une histoire assez intense qui, un peu à l'extrême, met en lumière finalement toutes les situations de maltraitance qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui. Dans un climat familial où on a de l'emprise, de l'isolement, du mensonge, des vérités qui sortent tard. Et c'est encore ce qu'on peut voir aujourd'hui. Clairement, ce que vous dites, c'est que même si c'est arrivé il y a 90 ans, ça pourrait encore arriver aujourd'hui. Ça arrive encore aujourd'hui de telles situations? Alors, c'est quand même une histoire très extrême, avec énormément de violences très graves qui concernent plusieurs membres de la famille et qui se répètent. Mais oui, c'est des violences qui arrivent encore aujourd'hui dans un plus ou moins haut degré et qui les cumulent plus ou moins. Mais c'est effectivement
tous des types de maltraitance qu'on rencontre encore aujourd'hui à l'égard des enfants. Pédiatrie Suisse a sorti un communiqué sur les chiffres de la maltraitance au printemps dernier, au printemps 2025, donc les chiffres de 2024. 2084 cas de maltraitance infantile recensés dans 19 cliniques pédiatriques suisses. Augmentation notable des cas de maltraitance physique, 705 cas, c'est un record depuis le début de l'enquête. Violence physique en augmentation. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation des violences physiques des enfants battus, appelons-les comme ça ? Une explication, c'est une meilleure détection, avec des professionnels de la santé qui sont plus sensibilisés à plusieurs ecchymoses suspectes dans des localisations inhabituelles, aussi au niveau des écoles, une meilleure détection globale, avec une meilleure formation des professionnels, et peut-être aussi une augmentation des phénomènes de rue, de bandes, d'adolescents de plus en plus jeunes, qui ont des interactions de plus en plus violentes. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on constate. Quand on parle de violences physiques dont sont victimes les enfants, on parle de quel type de violence ? Vous l'avez dit rapidement, des ecchymoses, c'est des coups, vraiment ? Alors, il y a plusieurs types de violences. Ça peut être des coups qui peuvent provoquer une ecchymose. Alors, une ecchymose en soi, c'est banal parce que c'est un bleu, c'est du sang sous la peau, ça va guérir tout seul, c'est pas très grave. Mais ce qu'on sait, c'est que l'ecchymose, c'est le premier signe bénin, souvent qui est précédé d'une escalade des violences. Et puis, ça peut aller jusqu'à des fractures, et puis ça peut aller jusqu'à un bébé secoué parce qu'on n'arrive plus à bien maîtriser ses émotions avec un bébé qui pleure, avec la fatigue, avec toutes les facteurs de risque qui peuvent mener jusque-là. Et donc, quand on constate une ecchymose chez un enfant qui ne se déplace pas, c'est un vrai signal d'alerte de se dire « Attention, qu'est-ce que je peux mettre en place pour soutenir cette famille, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une escalade de la violence ?» Et ça, on sait que c'est quelque chose qui arrive avec la littérature. Si on manque un premier signe bénin d'une maltraitance physique, ça peut s'escalader. Ça peut être aussi des brûlures, ça peut être tout type de lésions suite à un acte physique, effectivement. Dans les années 30, l'ogre de Bienne utilise des armes, j'ai pas d'autres mots, des outils, un ceinturon, de la corde, un bâton pour battre son fils. Aujourd'hui aussi, il y a toujours des outils contondants qui sont utilisés par les auteurs, les autrices. Ça, c'est des choses qu'on voit. Donc, effectivement, quand on voit un enfant, la chance qu'on a en pédiatrie, quand on examine un enfant, c'est qu'on les examine complètement. Même s'ils viennent pour un mal d'oreille ou un mal de gorge, on a cette habitude d'examiner un enfant complètement. Et c'est vrai que si on déshabille un enfant de 2-3 ans et qu'on voit des marques qui ressemblent à une ceinture ou qui ressemblent à une chaussure ou qui ressemble à un câble, effectivement que ça va être un warning sur un traumatisme, un avertissement sur un traumatisme infligé. Même chose si les localisations sont très inhabituelles, par exemple le cou, les oreilles, c'est des localisations que normalement on ne se blesse pas en jouant. Dans l'affaire qui nous occupe dans ce podcast de Crime Suisse, l'enfant meurt. Oui. Est-ce qu'en 2024, des enfants sont morts de maltraitance physique en Suisse ? Alors oui, mais plus petits. Il y a 3 enfants qui sont morts de maltraitance physique en 2024, selon le rapport du Kinderschutz. 3 en une année pour toute la Suisse ? De maltraitance physique et 1 d'une négligence grave, mais c'était tous des enfants petits. Un cas de 10 ans décédé suite à des coups. Personnellement, j'en ai pas connaissance l'année dernière, mais il y a encore des enfants qui meurent de maltraitance, oui. Un mot de la violence psychique, parce qu'elle peut aussi mener les enfants dans des situations de santé abominables. Oui, alors, en fait, la maltraitance, son point commun pour tous les types de maltraitance, c'est qu'ils vont possiblement entraver le bon développement d'un enfant. Donc, on se dit, subir un viol ou subir des coups extrêmes avec des ceintures, c'est beaucoup plus grave qu'une insulte ou un dénigrement. La réalité, c'est que même l'exposition à la violence conjugale ou du dénigrement fréquent, des humiliations fréquentes, à terme, les conséquences à terme sur le bon développement de l'enfant, finalement, c'est les mêmes. Ça paraît fou de dire ça, mais c'est des actes répétés ou très violents une fois ou répétés souvent, qui vont à terme mener à un développement de l'enfant qui n'est pas bon. Et c'est ça, finalement, de la maltraitance de laquelle on se préoccupe.
Dans cette affaire de l'ogre de Bienne, les voisins sont au courant. Ils entendent les cris, ils savent les maltraitances que subit ce petit garçon, mais ils font rien. Aujourd'hui, de nos jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer si on a connaissance ou même si on soupçonne des cas de maltraitance, je sais pas moi, dans la maison d'à côté, à l'étage du dessous? Alors, une chose que l'on peut faire et qui d'ailleurs se fait, c'est quand on entend des cris et qu'on a l'impression que quelqu'un pourrait être en danger, c'est appeler la police. Le 117. Le 117, parce que eux, ils ont la capacité de répondre sans se mettre en danger ou avec les connaissances de comment intervenir dans une situation de crise. Après, si c'est quelque chose de chronique, de fréquent, de personnes que l'on connaît, je pense que ce qui est important, c'est de pas rester seul avec ça, de pouvoir en parler, idéalement à des professionnels qui peuvent nous orienter. Alors on peut, si c'est des enfants qui sont en cause, appeler le service de protection de l'enfant, on peut s'adresser à son médecin pour demander un avis. Enfin, ne pas rester seul avec ça, c'est quand même un acte citoyen, je pense, de pouvoir au moins chercher un avis. Mais sur le moment, quand on entend les coups, les cris et qu'on se dit que vraiment là, il se passe quelque chose de grave, c'est possible d'appeler la police. Toujours dans notre affaire, on voit aussi que c'est une copine de la fille de cette famille qui finit par appeler la police parce qu'elle comprend que sa copine est victime de maltraitance. Aujourd'hui, les enfants, les ados qui sont confrontés à ça via des copains, des copines ou qui eux-mêmes sont maltraités, à qui est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Alors, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que, en tout cas, les adolescents, quand ils sont victimes de maltraitance, notamment sexuelle, ce qui est le cas dans cette affaire, souvent ils en parlent, mais plutôt à des connaissances des familles, des amis. Le corollaire de ça, c'est que parfois il n'y a pas d'aides qui sont mises en place, parce que ça reste dans le cadre non professionnel. Donc, la première chose, quand on est un enfant, c'est très difficile de parler. Il y a tout le secret, le huis clos, l'emprise, peut-être pas la notion même qu'il se passe quelque chose de mal. Mais quand un enfant parle, idéalement, l'adulte qui reçoit ces mots ne lui fait pas un interrogatoire policier, ne détruit pas son discours. Donc ça, c'est déjà aussi un réflexe d'adulte à avoir si on a la possibilité de pouvoir recueillir la parole d'un enfant, c'est après l'orienter. Pour un adolescent, il y a déjà des lignes téléphoniques 24 heures sur 24 comme le 147 qui peuvent écouter, conseiller. Ciao.ch aussi pour avoir des conseils. Se tourner vers son pédiatre ou son médecin traitant. Quand on est plus grand, il y a l'unité de médecine des violences qui peut nous recevoir quand on subit des violences. Ça, c'est plutôt à partir de 16 ans. Et puis, il y a aussi les centres La Vie qui peuvent recevoir les familles, les enfants, les adolescents et les adultes. Ces centres Loi d'aide aux victimes, ça existe dans toute la Suisse. C'est gratuit et sur rendez-vous. Sinon, après, en urgence, ça peut être l'hôpital aussi en Suisse. Mais chercher de l'aide, je pense que ça, c'est très, 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 très important.